puisque au niveau de la CENI, nous avons un représentant qui représente le parti à la CENI et qui est depuis quelques années, depuis les dernières élections, depuis 3 ans. Et alors que les élections s'approchent, notre représentant se retrouve envoyé en mission en RDC et idem pour le représentant de l'ADI. Et les deux représentants ont fait savoir au président que c'était une période sensible où il devait être là. Et on les a contraints à exécuter la mission. Parce qu'il y a une disposition réglementaire interne qui vous oblige quand on vous envoie en mission, sauf pour des raisons de force majeure ou de maladie, que vous allez à la mission. Et donc ils étaient naturellement hors du pays. Je vais aussi donner quelques précisions sur les irrégularités qu'on a énumérées maintenant. Par rapport au bulletin de vote au Bénin, c'est que l'imprimerie Touné, qui est une imprimerie basée au Bénin, a, à côté des bulletins officiels qu'il a livrés à la CENI pour être utilisés naturellement pour les élections, a réimprimé des bulletins sur lesquels il y a déjà des empreintes digitales au niveau du candidat de UNI. Et ces bulletins, ce n'est pas qu'on les a sortis. Et ces bulletins sont répertoriés dans la numérotation avec tous les autres bulletins qu'on a utilisés dans le pays. Mais ce n'est pas que ces bulletins, on les a sortis et qu'on a mis les empreintes après. Non, les empreintes ont été graviées et intégrées à l'impression. Et donc on en a abondamment comme exemple. Ce qui est impressionnant aussi, c'est le fait que plus on monte dans le pays, plus les gens votent à 100%. Ça c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que plus on va vers le sud, moins les gens votent. Et plus on monte vers le nord, plus les gens votent à 100%. Et avec les dérogations, ils ont été dans la plupart des cas largement au-delà des 100%. Mais c'est quand même impressionnant qu'il y ait 200 ou 250 ou 300 inscrits dans un bureau de vote. Et que les 300, sans aucune exception, personne n'a été malade depuis, personne n'est mort, personne n'a rien, personne n'a voyagé. Les 300 ont pu voter. Et on a constaté aussi que, puisque la loi dispose de ce que, quand il y a plus de 600 électeurs dans un bureau, il faut créer un autre bureau. Parce que mathématiquement, on a 9 heures pour voter. Si on ouvre les bureaux à l'heure, on les ouvre d'ailleurs jamais presque à l'heure, après on a 9 heures pour voter ou autour de 8 heures pour voter. Et donc, même si une personne doit prendre 30 minutes et 30 secondes pour voter, parce que pour voter quand même, il faut identifier son nom, il faut faire valider sa carte d'électeur, il faut choisir son bulletin, il faut passer dans l'urne, il faut après revenir signer, il faut après aller à l'empreinte indélébile. C'est au minimum, même si des robots ne posent aucune question et passent pour l'acte, c'est au minimum 30 secondes. Et si on fait ainsi, en 5 heures de temps, en 9 heures de temps, on aura entre 350 et 500 personnes qui votent au maximum, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que la loi, en prévoyant 600 personnes maximum, la loi sait aussi qu'il n'y aurait jamais dans un bureau de vote, les 600 ne vont jamais voter. Mais cette fois-ci, on s'est rendu compte que dans la plupart des bureaux de vote, les 600 ont réussi à être là et ont voté. Donc c'était quelques précisions que j'ai voulu détailler pour vous avant que Dagon ne donne des détails sur les anomalies. Que c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffres. En fait, je vais vous expliquer un peu le mécanisme. Normalement, nos représentants dans les bureaux de vote, comme tous les autres représentants, à la fin, doivent signer des procès-verbaux. Mais dans beaucoup de bureaux, nos représentants ont été soit empêchés de siéger, soit envoyés, bien qu'ils soient munis d'un mandat. Et pour pallier à ça, la CENI s'est débrouillée pour se retrouver avec des procès-verbaux où des gens ont déjà signé, et ce n'est pas des signatures de nos représentants, dans la plupart des cas ou dans tous les cas. Donc c'est des bulletins, des procès-verbaux sur lesquels vous voyez même que c'est le même bic que quelqu'un a pris et qui a imité des sortes de signatures à tous les niveaux, quoi. C'est des mots en écriture. Oui, ce qui a fait qu'on a retrouvé en circulation un lot de procès-verbaux qui n'ont pas été remplis, parce que pour les remplir, il faut les amener dans les lieux où on a chassé nos représentants, pour les remplir à leur place. Et je parie que dans la panique, ayant prévu peut-être plus de procès-verbaux que de bureaux de vote, il y a eu une réserve substantielle qu'on retrouve en circulation, je ne vais pas dire sur le marché. La dynamique audio entend utiliser tous les moyens légaux, comme on l'a dit. Et actuellement, le grand travail, c'est d'abord un travail diplomatique. Donc il y a des contacts adieux qui sont en cours. Mais nous nous sommes dit que la presse ayant éclairé de façon équitable et professionnelle l'opinion jusque-là, il faut l'associer à quelques irrégularités pour qu'elle en soit témoin. Parce qu'on nous dit, mais vous parlez d'irrégularités, vous n'en exhibez aucune. Et donc c'est pourquoi on a trié dans le lot que nous avons. Nous avons plusieurs milliers d'irrégularités, nous avons trié quelques dizaines que nous avons présentées. Pour ce qui est du côté diplomatique, nous avons tous constaté que la plupart des États sont restés silencieux. Il n'y a pas eu de félicitations abondamment des chefs d'État de la CEDEAO comme on est habitué. Il n'y a pas eu non plus de réaction au niveau du G5 qui a toujours, sur tous les processus électoraux et sur divers sujets d'actualité, réagi de façon conjointe.
On a constaté aussi bien évidemment qu'au niveau des Américains, la réaction a été claire. Ils ont dénoncé les irrégularités. À peine ne disent-ils pas que tel a gagné, notamment le candidat de la dynamique. On a constaté aussi un changement assez important au niveau du Saint-Siège. D'abord, on a la chance d'avoir un pape qui est très à gauche et très ouvert. Et on a constaté qu'il y a eu plusieurs attaques à l'égard des évêques pendant les dernières semaines pour dire qu'ils ne soutenaient pas assez leurs doyens, notamment Monseigneur Philippe Bodjo. Et les évêques ont dû, dans leur communiqué qui est passé hier, ils ont dû insister sur cet aspect. Il y a eu un travail de fond. Le communiqué l'a dit, entre le nonce apostolique, qui est l'ambassadeur du Vatican auprès du Togo, il habite le Bénin, et il couvre les deux pays, et le Saint-Siège. Ça veut dire que pour que les évêques en arrivent à un message du genre, il y a eu un travail qui a été fait au très très haut niveau. C'est d'ailleurs pour ça que dans la déclaration liminaire, nous insistons pour que le Vatican reste dans son rôle, qui est le rôle de contribution à la révélation ou à la manifestation de la vérité. On a aussi continué à garder des contacts avec les chancelleries occidentales, notamment avec Paris qui n'a pas réagi jusque-là, et avec la plupart des autres pays, l'Allemagne et tout ça. Nous, notre objectif, c'est soit de les amener à ne pas reconnaître, et aucun d'entre eux ne l'a fait jusque-là, l'élection de Florian Singbe, mais aussi utiliser des moyens de pression qui permettent, bien évidemment, au président élu de jouir de sa victoire. Et je vais finir par la question, par le fait que notre candidat est en contact permanent avec tous les autres candidats. Que ce soit Jean-Pierre Fabre, que ce soit Olo, que ce soit Gobé, ainsi que les deux autres candidats qui n'ont pas appelé à un mouvement de sursaut autour de l'élection ou de son élection. Il est en contact avec tout le monde et les discussions continuent bien évidemment et il devrait avoir dans les mois à venir des actions concertées. On l'a dit dès le départ, notre stratégie ce n'est pas d'amener les Togolais dans la rue tout de suite. On a fait une sortie qui était importante la dernière fois avec les gens du troisième âge notamment. Il peut y avoir des sorties de ce genre, mais on n'a pas voulu au niveau du candidat Gomé Kodjo exposer les Togolais parce que la répression, on la connaît et on connaît quelle va être sa proportion. Merci, je ne sais pas s'il y a quelques questions assez rapidement. Donc nous avons au moins des résultats vrais sortis des bureaux de vote que nous avons couverts et c'est la majorité des bureaux de vote. Nous avons couvert entre 70 et 75, je ne sais pas, bureaux de vote, en pourcentage bien sûr. Et donc pour ces bureaux de vote que nous avons couverts confortablement, nous avons des résultats et ce sont ces résultats qui nous rassurent sur la victoire et qui nous donnent les chiffres que nous avons balancés. Je voudrais aussi, par rapport aux discussions avec les États, dire qu'au niveau de la CENI, puisque Peter de Gaulle posait la question tout à l'heure, nous étudions les possibilités qu'il y a de porter plainte contre une institution constitutionnelle dans un pays ou auprès des cours sous-régionales. Mais à côté de ça, il y a tout au moins un État qui étudie avec nous la possibilité de sanctions, notamment de visas ciblés, de blocage de comptes bancaires et d'avoirs. Et des sanctions vont tomber dans les jours à venir. Je pense que ça peut être des moyens de pression assez intéressants sur des personnes qui se sont fait acteurs de l'industrie de la fraude. Bureau de vote par bureau de vote, ça prendrait à peu près une demi-minute par bureau de vote. On a 9500 bureaux de vote. C'est vrai, ça fait peut-être 72 heures. Mais ça vaut peut-être la peine pour la démocratie de prendre 72 heures, encore que le président de la République est très bien payé, pour passer quelques heures à raconter quelques phrases, quoi. Donc moi je pense que peut-être que comme ils n'ont pas respecté la publication bureau de vote par bureau de vote, la seule solution sera de décanter la situation en publiant les résultats bureau de vote par bureau de vote finalement. Merci pour votre présence.